C'est donc le retour de la NBA sur les ondes First Team. Nous allons commencer les previews annuelles avec les Los Angeles Clippers. Les Los Angeles Clippers dont on attend monts et merveilles depuis des années. Et pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de finale NBA. Il y a beaucoup de joueurs blessés. Et on va débuter par cette équipe. Alors, on va débuter par cette équipe parce qu'on a envie d'en parler avec Nico Batum. Donc dès que Nico est avec nous, il va arriver en incrustation derrière nous et on pourra discuter avec lui. Et vous pourrez vous aussi discuter avec Nico Batum comme depuis 2 ans sur First Team. On va faire d'abord un état des lieux, Erwan, de cette équipe des Clippers avec le bilan de l'année dernière, avec ce qu'il s'est passé lors de la saison 2021-2022. J'attends que mon Tom me mette ce magnifique tableau. Regardez-moi ça. Bilan de 42-40, éliminé au play-in. Alors, il n'y avait pas cette règle de play-in, ils seraient allés en play-off. Ils finissent quand même donc avec un bilan positif. 25e attaque en NBA, 8e défense. Pas mal de choses positives à dire, malgré le nombre incalculable de blessures et de matchs ratés par les superstars. On avait eu la chance de les suivre, Erwan, du côté du Staples Center avec le retour de Paul George, et il nous avait ébloui par son talent l'année dernière. Avançons vite. Ah, Nico est là peut-être. Est-ce que tu nous entends, Nico ? Ouais, je vous entends, vous m'entendez ? Voilà. Salut Nico, ça va ? Ça va, Ibouille. Ça va bien, les gars ? Ça va, impeccable. On est content de retrouver notre NBA et discuter avec toi de cette saison des Clippers. Hey, là, tout beau, Nico. Où est-ce que tu es, là ? Je suis à Seattle. On joue ce soir contre les Blazers. Nico, il n'y a plus d'équipe à Seattle depuis plus de 10 ans. Tu vas arrêter de nous foutre notre gueule, s'il te plaît. La Brive-la-Gaillarde, en fait. Non, mais justement, mais on est là depuis jeudi. On a joué là vendredi soir contre une équipe israélienne déjà. Donc c'est notre deuxième match ici. Ça fait 5 jours qu'on est là. 4-5 jours qu'on est là. Ben c'est bien que cette belle ville de Seattle retrouve du basket masculin parce qu'on sait qu'ils ont une équipe et à mérite, masculine. à Où joue mérite, Gabi Williams d'ailleurs. cette équipe. Hein. C'est clair. Et tu retrouves cette équipe-là, cette ville-là, à mérite. Hein. C'est mortel comme ville ici. Hein. Et tu retrouves ton Nord-Ouest chéri aussi. Oui, où j'ai passé 7 ans, ouais. Mais c'est pas loin d'ici, ouais. C'est pas très loin d'ici. Bon, Nico, on faisait état des lieux des Clippers l'année dernière. On parlait des blessures, on parlait de cette élimination au play-in qui veut pas dire grand-chose, hein, j'ai l'impression. J'ai surtout Tu trouves ? Bah oui, c'est-à-dire que l'année dernière, avec toutes les blessures, qu'est-ce qu'on peut retirer ? Bah allons-y, commençons par ça, Erwan. Qu'est-ce que tu retires de la saison dernière des Clippers ? Alors, moi, je retiens que malgré les multiples absences, Kawhi toute la saison, Paul George la moitié de la saison, je trouvais que cette équipe-là a bien bossé, malgré tout, qu'ils ont malgré tout mis en place des choses, baskettement parlant, au niveau des trades aussi. On va en reparler, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Et je trouve que cette année, même si Kawhi va revenir après quasiment plus d'1 an sans jouer, le dernier match, c'était le 16 juin 2001, c'était le match 4 contre le Jazz. Je trouve que malgré tout, l'année dernière, ils ont bossé tactiquement sur des mises en place sur des choses et qu'on a vu d'ailleurs le retour de Paul George qui s'est très vite greffé dans ce collectif-là et que j'imagine que pour Kawhi, ça va être un petit peu la même chose. Moi, ça m'a contrarié, ça m'a frustré un petit peu qu'il se fasse sortir comme ça par des Timberwolves valeureux qui méritaient certainement. Mais pour moi, ça a été un petit contre-coup et une saison qui était certes réussie, mais se faire sortir comme ça en play-in, Nico, je sais pas, peut le confirmer, de pas jouer un premier tour de playoff, ça fait mal, ça laisse un goût amer, non ? Non, je suis d'accord. C'est vrai qu'en plus, il y avait la place, quoi. Donc, c'est vrai que contre les Wolves, ils ont fait un gros match, surtout à la fin. Mais le match qu'on fait contre les Pelicans, on est à plus 15, on tient le match et on craque un peu, on craque à la fin. Donc, c'était une déception parce que nous, c'était l'objectif d'y aller. On sait qu'en plus, on sait très bien que si on jouait en plus Phoenix Suns premier tour, ça pourrait pu être une bonne match-up pour nous, quoi qu'il arrive, parce qu'on savait que Paul George allait revenir, parce que Paul a eu le Covid pendant le play-in. Donc, on n'avait pas eu PG contre les Pelicans. Mais on sait très bien que ça aurait pu être une bonne match-up pour nous, quoi qu'il arrive. On a pu peut-être créer une surprise. Donc, on savait jamais. Mais en tout cas, c'était une déception, mais c'est bien. Ça permet aussi de bien tout se remettre en place et d'être prêt pour cette année. En tout cas, on a pas mal de choses à dire par rapport à l'intersaison. On va regarder ensemble les arrivées et les départs, puisque pas mal de trades ont été effectués lors du mois de février. C'est là que les Clippers ont beaucoup bougé. Cet été, il y a Rodney Hood qui est parti. Notre ami, Erwan, qu'on a croisé dans un endroit qu'on a adoré, dans un petit resto sympa de l'ouest de Los Angeles. Bruyant. Bruyant, où on aime danser. Jay Scrubb, lui aussi est parti. Et Isaiah Hartenstein est parti du côté des Knicks. On en parlait l'année dernière, Nico, on disait que c'était peut-être l'un des tout meilleurs pivots backup de la NBA. C'est une petite perte quand même de ce petit Isaiah, Nico.
Bah, c'est une petite grosse perte quand même parce que c'est un vrai playmaker très très sous-estimé. Au niveau des stats, surtout défensives, c'était un des meilleurs défenseurs quand tu regardais de toute l'NBA à son poste. Je crois qu'il est devant Rudy en protection de cercle ou devant les Jarrett Allen, des trucs comme ça. Donc il y avait quand même des bonnes petites stats pour lui. Et qu'il ait chopé les contrats qu'il a chopé, la stabilité qu'il va avoir à New York, je suis content pour lui quand même. C'est bien, c'est une bonne chose pour lui. Mais c'est dur pour nous. Ouais, c'est dur pour vous, puisqu'on sait que sur ce poste-là, et on va y venir évidemment, c'est que nous, on voit plein d'atouts dans votre équipe. Et c'est vrai que sur le poste 5, ben, on se pose 2-3 questions. On a vu les finales de conf, on a vu les dernières finales NBA. On se dit que sur le poste 5, vous allez peut-être être court vêtu. Ça fait partie des petites interrogations de ce roster. Même si dans la saison, vous avez quand même pas mal de monnaie à envoyer contre un éventuel tonton. Bien sûr. Bien sûr. On continue sur l'état des lieux de l'intersaison et regardons du coup les arrivées parce que là il y a 2-3 noms intéressants, on va dire ça comme ça. John Wall donc a signé aux Clippers. Et oui, John Wall. Juan Morgan, Moses Brown, un poste 5 et Moussa Diabaté, un Frenchie. Tu nous dis un petit mot pour commencer sur Moussa Diabaté? Nico. Dire. Moussa, tu m'entends? Oui, c'est bon, vas-y. Comment dire, Moussa c'est Terence Mann qui m'a dit Nico, il m'a dit t'as plus 2 enfants, t'en as 3 maintenant. C'est au quotidien, j'ai du boulot avec lui. Non mais il est marrant, c'est quand même un gamin qui est plein d'énergie, il est toujours en train de demander. Par contre, il est à 150% à 24, même en dehors du terrain, c'est un truc de malade. Donc c'est un peu mon rookie, il faut que je le gère, mais voilà, il a fait un bon premier match là, pré-saison là. Il a fait des bonnes choses, l'entraînement il est bien, il apprend vite. Bon après des fois il faut le canaliser un peu, mais il montre des bonnes choses pour l'instant. Il est apprécié par tout le monde l'adore. Mais c'est vrai qu'il est à 150% à 24 quoi. C'est les qualités d'un jeune joueur. On rappelle Moussa Diabaté qui est né à Paris, qui a été formé du côté de Charenton et qui est parti aux États-Unis au lycée. Il a fait une année à Michigan avant donc d'arriver en NBA au sein des Clippers. Donc 2 Français au sein de cette franchise des Clippers. Allons-y gaiement, Erwan, je vais te poser une question tout simple. On a vu on va voir même le roster, on a vu les arrivées de John Wall, on a pas mal d'interrogations sur beaucoup de choses, mais quand on voit tout ça au vu des résultats, de Tyrone Lue, le coach en place, des espoirs, etc., cette équipe ne peut que jouer les premiers rôles et elle doit avoir ce statut de favori. Ben, moi, j'espère que c'est comme ça qu'ils voient les choses, honnêtement. On sait que les Clippers rêvent du titre depuis pas mal de temps. Il y avait eu la période Lob City, où ça n'avait jamais pas fonctionné, en tout cas au-delà. En termes d'espérance, c'était pas allé plus loin que les demi-finales de conf, on s'en souvient. Il y a eu ensuite cette finale de conf, mais qui avait été un petit peu en trompe-l'œil avec des blessures, notamment celle de Kawhi. Maintenant, j'ai l'impression que de l'histoire, c'est le meilleur roster des Clippers et que évidemment, avec le facteur tout le monde en bonne santé, bien sûr. Ça, c'est très important. Moi, quand je vois cette équipe-là, je vois une profondeur de banc, peut-être quelques embouteillages sur le poste d'ailier, on va y revenir. Mais pour moi, cette équipe-là, aujourd'hui, elle doit non seulement dire qu'elle est favori, mais même pas se cacher de dire qu'on derrière, on joue le titre. Et il joue le titre. C'est quoi l'état d'esprit, Nico, au training camp? On est là pour le titre, j'imagine. C'est vraiment ce qu'essaie de faire passer Tyrone Lue au sein de l'équipe? Allô, Nico? Carrément, mais... Tu m'entends? Ouais, vas-y. Ça coupe ta première phrase, je sais pas pourquoi, mais on t'écoute. Non, c'est vrai que là, c'est le training camp l'a différent l'année dernière parce qu'on on se remet en place, qu'on a de nouveau Kawhi et PG maintenant. Donc, tu rechanges un peu la façon de jouer par rapport à l'année dernière. Tu intègres John Wall, tu restabilises un peu plus Norman Powell aussi. Et tu as Reggie, donc le jeu différent, mais ce qu'on est en train de mettre en place défensivement, c'est intéressant, parce qu'on est en mode défense depuis maintenant une semaine. Offensivement, on sait très bien qu'on s'est donné, mais c'est très bien que défensivement, on a tellement d'armes, tellement de joueurs, tellement de line-up qu'on peut aligner de façon différente, sur des switches, enfin, sur un peu partout. Donc on est vraiment focalisé là-dessus. Et là, ce soir, c'est le premier match où quasiment tout le monde va jouer, à part Marcus Morris. Mais ça donne un peu ce soir. Bon, c'est le premier match de pré-saison, c'était le premier match de Kawhi depuis plus de 400 jours. Mais la préparation, pour l'instant, le training camp se passe très 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 bien. Il y a des joueurs où on peut avoir des interrogations sur ce que je vois depuis le début. Ils vont très 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 bien. Nico, défensivement, moi quand je vois votre roster, je vois des joueurs interchangeables. Tu parlais sur des options défensives, de changer surtout.
C'est là-dessus que Tyronn Lue met un petit peu l'accent pour le moment, c'est-à-dire que cette capacité de pouvoir beaucoup switcher, de maintenir des pressions, peu importe les postes. Mettre une line-up avec 5 joueurs On peut faire une line-up avec 5 joueurs qui font entre 2m3 et 2m8, quoi. Et t'en mets 5 d'un coup. Et donc tu peux jouer contre n'importe qui avec ça. 5 mecs qui peuvent défendre. Et qui en même temps en attaque, qui sont assez variés. Donc oui, parce qu'on a fait des tests de line-up des fois en entraînement, c'était kiffant à jouer, quoi. Ça, c'est un truc qui va nous intéresser, hein, de toute façon, les différentes line-up, puisque Erwan l'a dit, il y a peut-être ce manque à l'intérieur, parce que ça fait partie des grandes questions. Est-ce que les Clippers peuvent être champions NBA avec Ivica Zubac en tant que titulaire, Moses Brown aujourd'hui en backup, et Nicolas Batum en backup pivot? Bah, là, on a fait des essais, entraînement, c'est entre Covington, Marcus Morris, moi, enfin, mais c'est comme ça qu'on a joué à 2 ans. Tu sais, si Kawhi se blesse pas contre Utah, est-ce qu'on sort Phoenix? On a plus de grandes chances qu'on sorte de Phoenix, et pourtant on a joué avec Ivica et en small ball derrière, quasiment 3 tours. Et on avait des grandes chances d'y arriver quoi qu'il arrive. Donc, sauf que là maintenant, on a des mecs comme Covington en plus, on a des mecs comme Norman Powell en plus. Marcus Morris et moi, on est plus intégrés dans ce système-là maintenant. On est plus que les enfants. Il y a 2 ans, on l'a fait en mode découverte, en plein playoff. On n'a jamais bossé là-dessus. Donc, on va voir ce que ça peut donner sur la saison. Et Ron, t'en penses quoi, toi? On sait que les Warriors ont gagné leur titre avec leur titre au pluriel, hein, avec Draymond Green qui finit les matchs en poste 5. Est-ce que les Clippers peuvent gagner avec seulement Zubac, j'ai envie de te dire? Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que quand t'as un mec comme Kawhi Leonard, je pense que tu peux réinventer les choses aussi. C'est pas du tout le même morphotype que les Warriors. Après, maintenant, je vois énormément de talent. Moi, j'aime cette idée de joueurs qui peuvent se dupliquer et défensivement amener beaucoup de choses. On l'avait vu un petit peu face au Jazz, Nico l'avait dit, en improvisation, jouer small ball. Et on a vu malgré tout, toutes ces dernières années, que les fins de match, elles se jouaient sur du talent, sur de l'ISO et de la défense. Et là-dessus, les Warriors les Clippers peuvent compenser pas mal de choses. Il y a la jurisprudence Warriors. J'oublie pas que en finale l'année dernière, Kevon Looney arrive à nous surprendre et à faire énormément de bien à cette équipe dans un rôle de pivot tonton. Mais si Kevon Looney l'a fait l'année dernière comme ça, Zubac peut le faire aussi dans le profil. Donc en tout cas, pour toi, tu mets pas une croix sur les Clippers à cause de ça? Non, je mets certainement pas une croix sur les Clippers autour de ça. Je les vois avec beaucoup d'options, mais les gens disent jurisprudence Warriors. L'année dernière, Kevon Looney a fait le taf sur un poste 5 que Draymond Green ne pouvait pas ou plus faire autant. Et si un mec comme Kevon Looney l'a fait sur de la discipline en étant au sol, Zubac, pour moi, c'est pas exactement le même profil. Il est plus petit, sous-dimensionné un peu. Ouais, mais il va pas plus haut, il va pas plus vite. Il est plus grand, Zubac. Mais oui, j'entends. Mais Zubac, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas un pivot de premier plan. Voilà, Zubac, dans ce sens-là. Mais Zubac, pour moi, il offre presque un peu plus d'options que Kevon Looney. Ok, très bien. Autre question. Zubac, on peut post-up, tu vois. On peut lui donner un inside, il post-up. Il peut faire ça tout seul. Après, on sait que sur les fins de match de Money Time, dans les matchs compliqués, tu donnes rarement la balle à Zubac en post-up ou à Rudy ou à des pivots, en tout cas. C'est clair. Sauf si c'est Joel Embiid. Ou Nicolas Jokic. Il sait jouer en bas. On l'a déjà fait. Mais c'est pas ce que je dis, Nico. Mais je pense que s'il reste 3 minutes à jouer. Il sera pas sur le terrain déjà. Et A priori, il sera pas sur le terrain. Je pense que les ballons à 3 minutes à 91, ils iront dans les mains de quelqu'un d'autre. Oui, absolument. Bon, quelqu'un d'autre, parlons-en. Parlons-en. Kawhi, il est à 100% là, ça y est, on l'a vu revenir. Bodybuildé, on s'est envoyé des photos tous les 3. Il est dans une drôle de forme. J'ai peu de souvenirs d'un mec aussi costaud à un training camp. Non, il est Kawhi, quoi. Il est Kawhi, là. Hein. De toute façon, il est costaud. Maintenant, c'est juste ce qu'il a à faire, c'est de reprendre le rythme de match. Parce que quand t'as pas joué pendant 400 jours, c'est ce qu'il faut faire, c'est le rythme. Donc maintenant, ça, faut qu'il chope ça. Ça va prendre un petit peu de temps, mais son jeu est là, ses finitions sont là, les épaules sont là. Hier, on a fait encore un 5-5 où là, il a joué à fond. Et oui, c'est costaud. Ça reste costaud, ça reste Kawhi, quoi. C'est impressionnant. Il est déjà dominant dans les oppositions en 5-5 ? Hier, on a tout gagné, ouais. Mais quand il décidait de passer la deuxième, voilà, c'était réglé, quoi. Donc, c'était quoi le 5 hier ? C'est impressionnant. C'était dans quel 5, toi ? Comme Marcus Morris, il est pas parce qu'il a eu son petit garçon, bébé est né là, hier matin.
Donc il n'est pas là avec nous. Donc c'était Reggie, PG, Kawhi, moi et Zubac. Tu nous donnes une info là, parce qu'on se posait la question justement par Pour rapport ce soir, c'est le match de ce soir. Ah, ok. Parce qu'on Ça, c'est le 5. J'ai vu un truc, Paul George, avant d'aller sur les meneurs de jeu, j'ai vu Paul George qui disait que son rôle cette année, c'était d'éviter à Kawhi de marquer 40 ou 50 points. C'est ce qu'il a dit. Son rôle à Paul George cette année, ça va être en saison régulière d'abord, d'être aussi dominant qu'on l'a vu l'année dernière, donc calibre MVP, hein, tout simplement, mais d'arriver à ce que Kawhi fasse du Kawhi, parce que de toute façon, il est tellement fort qu'il sera dominant et qu'il aura des ballons, mais que Paul George garde la même influence. Est-ce que quand vous bossez... il va falloir... Vous bossez à l'entraînement, c'est ce que tu ressens? C'est que Paul George reste Paul George et, entre guillemets, se cache pas derrière Kawhi? Mais il va falloir, je pense que Kawhi a besoin de ça, parce qu'on ne peut pas demander à Kawhi d'être au top de... Donc il va falloir peut-être 2 ou 3 mois de reprise à 100%. Donc pendant ce temps-là, il va falloir que PG soit PG, quoi. Et que tout le monde step up possible pour pas non plus mettre tant de pression sur Kawhi et qu'on le laisse revenir tranquillement. Il va faire ses trucs, il va mettre ses plus de 20 points par match, il va faire ses 7 rebonds et ses 4-5 passes. Mais c'est ça, lui mettre cette pression d'entrée, ok, voilà, tu reviens, prends le ballon et tu nous sauves. Non, PG est là pour l'aider. John Wall aussi, qui est très très bien, sera là aussi avec Reggie et Powell. C'est ces 5 mecs-là qui ont vraiment le ballon tout le temps. Et voilà, c'est à de mettre une pression sur Kawhi constamment. Bon, parlons des meneurs de jeu. Tu as commencé à citer Reggie et John Wall. Il y a une question qu'on se pose toute simple. Erwan, Nico, qui sera titulaire? Alors, tu nous dis que ce soir, pour le premier match, parce qu'on rappelle que Nico joue dans 4 heures, hein, 4-5 heures à Seattle. Reggie Jackson va redébuter titulaire pour ses Clippers. Comment ça se passe à l'entraînement? Ils sont du même niveau? Il y en a un qui prend le dessus sur l'autre? Après, c'est pas les mêmes 5. Bon, avant, hier, moi, j'étais avec la seconde unit, mais bon, quand on fait les 5-5, c'est vrai que on faisait des 5 avec, j'étais avec John, Terrence Mann, Powell, Rocco et moi, Covington et moi, et c'est vrai que ça va vite, quoi. Ça va très, très, très vite. Et comme du coup, on est à un 5 extérieur très large, et l'autre en transition, il a pas perdu ses jambes. Hein. Punaise. John Wall, c'est, voilà, quoi, on sent qu'il a bossé, on sent qu'il est prêt, on sent qu'il est revanchard. Et il y a un truc que tu perds pas, c'est les passes qu'il fait, quoi. Le mec, il tourne 9 passes de moyenne en carrière, quand même. Et ça, il l'a pas perdu. Il a une vraie vision de jeu, il sait trouver, il sait quand trouver, il sait alterner le jeu. Et je suis content pour lui, parce qu'il le mérite. 40 matchs en 3 ans. Ouais. Seulement 40 matchs en 3 ans, c'était une grosse stat. Au-delà du joueur John Wall, qui est forcément toujours un bon atout pour n'importe quelle équipe au monde, est-ce que c'est aussi un profil qui vous manquait de playmaker un petit peu sur ce poste-là, de meneur? On a vu que l'année dernière, les Celtics en finale, il leur a encore manqué ce meneur gestionnaire. Est-ce que c'est un profil aussi qui vous manquait au-delà du talent énorme de John Wall? Au-delà d'un meneur gestionnaire, il nous fallait un meneur tout court. On n'est pas de backup quand on traite le Bledsoe, donc... On a fait une deuxième partie de saison sans deuxième meneur avec que Reggie. C'était limite Terrence Mann, qui n'est pas du tout son poste, qui devait être deuxième meneur. Donc là, d'avoir un deuxième meneur, c'est bien. D'avoir un deuxième meneur de haut niveau, c'est très bien. Et avoir un deuxième meneur de haut niveau et gestionnaire, c'est très très bien. Donc, bon choix alors. Donc non, mais voilà, c'est bien d'avoir ce mec-là et surtout dans la mentalité où il est. Il sait où dans sa carrière, il sait dans quelle équipe où il joue, il sait qui il a autour de lui. Et voilà, c'est un mec, voilà, il communique beaucoup, il veut être leader, mais en même temps, il sait où il en est, il sait son rôle, et voilà, il est dans la bonne optique par rapport à l'équipe. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu beaucoup parler même de ses problèmes. Parfois, il a été très down dans cette période là des 40 matchs en 3 ans. Ça a dû être très difficile d'un point de vue familial. On sait que lorsque vous, les joueurs de très haut niveau, ne jouez pas, vous avez tendance à te déprimer, ce qui est bien normal. Mais c'est vrai qu'on sent un John Wall qui est quelque part soulagé de reprendre le fil de sa carrière. Ouais, il s'est beaucoup exprimé dans les médias comme un petit peu une thérapie. On a l'impression il a parlé même d'idées noires, hein, très, très noires. Il vous en a parlé un petit peu de ça, de cette période où ça a été compliqué? Non, pas forcément. Non, mais j'ai lu son interview. En tout cas, j'étais content qu'il puisse avancer et qu'il se sente bien. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été évident pour lui depuis 2 ans. Et non, là, on le sent bien, on se sent libéré, on se sent, voilà. Je sais par où il passe parce que moi, j'ai connu un peu ça il y a 2 ans. Je suis arrivé dans la bonne franchise, donc et Reggie Jackson aussi. Donc
J'espère qu'il aura le meilleur regain de forme, voire mieux que ce qu'on a pu Reggie moi connaître. Très bien. Dernière question, Erwan. Qui tu mets titulaire en vue des deux joueurs, de leur passif, de leur profil aussi? T'as une préférence? Moi, je vais surtout aller sur le profil, un peu à l'ancienne, comme je suis. J'aime bien commencer avec John Wall, Kawhi, Paul George, ça va mettre des paniers. Après, on va voir avec Zubac, il lui faut aussi des ballons, c'est des mecs d'attaque. Je pense qu'il va falloir mettre en place tout ça, bien partager les ballons. Je préfère commencer avec John Wall, finir aussi, mais et avoir en sortie de banc le pétard ambulant qui est Reggie Jackson. Bon, c'est comme ça que je vois un peu plus les choses. J'aime bien commencer les matchs quand même avec un meneur gestionnaire un peu plus académique, surtout quand tu as deux ailiers comme ça gourmands. Très bien. On verra si Tyronn Lue, en tout cas dans la saison régulière, fait ses mêmes choix. On va revoir tout de suite le roster des Clippers, parce que vous l'avez remarqué, tout le monde l'a remarqué, il y a pléthore d'ailiers. On n'a jamais vu une équipe avec autant d'ailiers, honnêtement, en NBA. Paul George, même à Manchester City, il n'y en a pas autant. Ou Arsenal, tu sais. Les vieux offensifs, on les connaît, ceux-là. On a mis Marcus Morris qui est dans le 5 majeur, a priori. Si ça bouge pas, on verra. Mais derrière, donc Terrence Mann, Luke Kennard, qu'on adore, Norman Powell, un joueur à 20 points depuis 2 ou 3 ans, Boston Junior, Amar Coffey qui a été prolongé, Robert Covington, et donc Nico Batum, forcément. Là, il y a beaucoup de monde pour jouer sur les extérieurs. Alors, ça donne des solutions, mais est-ce qu'on peut pas être en crainte, Erwan, d'avoir un problème de hiérarchie peut-être, et surtout un problème d'ego? Moi, l'hiérarchie, je pense pas. Il y a quand même deux mecs qui se détachent clairement. Il y a aussi un vécu passé de cette équipe-là sur les 2 dernières années où je pense qu'il y a une hiérarchie légitime qui va se dégager. Et puis il y a des joueurs de rôle qui l'ont accepté. Je pense à Nico en premier lieu. Je pense à Man aussi. Je pense que c'est des mecs qui ont accepté leur rôle. Et c'est ce qui fait aussi que les Clippers bossent bien depuis 2 ans, malgré les blessures. C'est que la hiérarchie, elle est naturelle quant à Kawhi et Paul George. Et qu'en plus de ça, derrière, il y a des rôles qui se sont dessinés. Et on a vu sortir des fois des mecs. Reggie Jackson, on a vu Man sortir des matchs énormes en playoff en 2021. Donc, moi, je pense que ça va être encore une fois, quand tout le monde parle le même langage, et que la hiérarchie première des 1, 2, 3 premières options est claire, après le reste, pour moi, il n'y a pas de souci. Si tu joues un jeu small ball et que tout le monde le sait, tu sais que tout le monde va avoir son rôle. Si défensivement, tu sais que quasiment tout le monde peut changer sur tout, le fait d'avoir beaucoup d'ailiers poste 2, 3, 4, ça va aider la compréhension du jeu. C'est vrai que si tu as un basket un peu plus académique, où tu es poste 4, où tu as peu de spacing et que tu as autant d'ailiers, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais j'imagine que Tyronn Lue, en recrutant ces mecs-là, que Lawrence Frank et Jerry West qui ont monté cette équipe-là, qui la pensent depuis plus d'1 an, j'imagine qu'on va avoir un grand spacing, qu'on va avoir beaucoup de courses et qu'on va avoir un jeu tourné vers les postes 2, 3, 4. Nico, t'es d'accord avec tout ça? Non, mais surtout chacun. Ouais, mais regardez, est-ce que chacun connaît son rôle? Chacun sait pourquoi? Parce que, regarde, Covington, il était free agent, mais il a prolongé parce qu'il sait très bien ce qu'il attendait. Moi, je sais très bien. On a parlé tous les 3. Mais je préfère rester parce que je suis bien ici. Amir Coffey, pareil. On a tous resté, mais en connaissant et en sachant ce qu'allait se passer. Chacun connaît on a parlé avec Ty Lue, on a parlé avec Lawrence, on a parlé avec Jerry West, on a parlé avec les gars. Tout le monde reste et tout le monde va faire des sacrifices. On le sait. Comme on a dit, il y a 2 mecs qui sont sûrs de faire leur truc. Le reste, ça va être du sacrifice pendant toute l'année. On le sait. De but commun, et s'il faut aller au bout, il va falloir faire des sacrifices. Des soirs, tu vas jouer 25, des soirs, tu vas en jouer 10, des jours, tu vas pas jouer du tout. On le sait très bien, ça. Mais c'est pour le bien commun de l'équipe. Et le fait qu'il y ait autant de matchs joue dans cette optique-là. Et puis, il n'y a pas un mec en fin de contrat, un petit jeune qui a envie de prouver que, tu vois, il n'y a pas ce profil-là dans cette équipe-là. Et c'est des mecs en devenir, tu vois, Terrence Mann, Luke Kennard, Amir Coffey, par exemple, c'est les plus jeunes. Ouais, mais je pense qu'un mec comme Amir Coffey, il a un peu plus. Oui, non, bien sûr. Mais un mec comme Terrence Mann, il a prouvé, il a montré, mais je pense qu'être là, pour lui, c'est bénéfique pour la suite. Les Clippers lui font confiance, il aura ses moments. Et puis, quoi qu'il arrive, si tu gagnes avec ces Clippers-là, ça sera tout bénéfique pour Terrence Mann. Après, on verra ce qu'ils font. Et je pense notamment à des mecs qui ont gagné avec les Warriors et qui après sont allés ailleurs tenter leur chance. Il y en a 4 ou 5, voilà, dont on va parler après. Je pense que gagner comme ça et accepter un rôle, ça peut être que bien pour toi que faire une année de mercenaire en voulant te vendre ailleurs. De toute façon, si tu fais ça, à mon avis, il y a tellement de concurrence qu'on te dira, allez, va t'asseoir au bout du banc et puis tu iras te vendre tout seul en ayant joué 3 minutes par match. Bon, en tout cas, on a dit que des bonnes choses sur les Clippers. Mais c'est dur de dire des mauvaises choses. Ah, mais ça, c'est clair. À part que, culturellement, historiquement, c'est une franchise de loser. C'est une franchise de loser et ça l'est toujours tant qu'ils n'ont pas gagné. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, après, t'es un propriétaire qui est en train de changer la culture.
Ah bah lui, il est prêt à tout pour nous, quoi. On a encore mangé, on a été mangé avec lui hier soir, parce que lui, il vit à Seattle, donc on a mangé chez lui hier. Et non, bah voilà, c'est Balmer, quoi. Il a cette envie, il a cette fougue, cette folie aussi, et il est prêt à tout pour nous, ouais. C'est quoi la maison de Steve Ballmer? C'est quoi la maison d'un milliardaire? On a mangé dans ses bureaux, on a mangé dans ses bureaux. Ah, ok. On a mangé les bureaux, donc. Dommage. Ils sont tout aussi dingues, tout aussi fous de toute façon, mais on m'étonnes. était, ouais, c'est assez. Il a réussi. Il a réussi dans sa vie. Steve Ballmer, le propriétaire le plus riche de tous les sports US. Hein. Je sais pas si vous l'avez passé. Ah ouais, non, je l'avais pas vu passer. On est là, quoi. Il régale ce bon vieux Steve, mais en tout cas, il est très proche des joueurs. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. S'il veut se lancer dans les médias, on est preneur. Le magma des médias. Le magma des médias. On a mis un petit sondage au début. Est-ce que les Clippers seront champions NBA en 2023? Réponse à 71%, non. Mais alors, c'est toujours pareil quand faut le voir pour le croire. Voilà. Ça, bah oui. Faut le voir pour le croire, mais moi en tout cas, j'en fais mes favoris avec les Warriors. On va en reparler tout à l'heure. Mais honnêtement, aujourd'hui, alors vivons heureux, vivons cachés, certes, mais les Clippers aujourd'hui peuvent plus se cacher. Il y a un effectif. Alors faut vraiment. Alors Kawhi, évidemment, sur le potentiel, on sait que c'est énorme. Maintenant, plus de 400 jours sans jouer, c'est pas rien. On se souvient de Klay Thompson, même si c'est pas les mêmes postes et pas les mêmes physiques, qui a mis quand même du temps. Malgré tout, pour moi aujourd'hui, cette équipe-là, elle doit viser le titre et rien d'autre. Je pense qu'elle va viser le titre, ça. Il y a pas trop de problème. Dernière question, Nico, avant de te libérer, sauf si tu veux rester avec nous. Bon, je vais dormir après, là. Okay. On va te libérer alors. Dernière question, pour toi, bon, j'imagine que tu vas me dire les Warriors, mais pour toi, quel est le plus gros concurrent des Clippers cette année? Bah, la réponse facile, c'est Warriors. Parce que, voilà, ils sont champions à un titre. Donc, si, en gros, je vais te répondre à cette question, outre Warriors, qui sont évidents, que sinon, ce serait trop simple. Et je pense que Denver, personne n'en parle. Personne n'en parle, ils récupèrent beaucoup de mecs, ils ont fait venir des gens, et ça peut être très, très intéressant et très dangereux. Écoute, on suivra avec intérêt le retour de Jamal Murray notamment. Merci Nico, en tout cas, de nous avoir appelé depuis Seattle, depuis ta chambre d'hôtel qui a l'air ravissante. C'est gentil. Merci, écoute, tu sais que le lundi de 22h, c'est aussi ton moment. Donc tu nous rappelles quand tu veux lors des prochaines semaines et puis on suivra ta saison avec beaucoup d'attention, comme toujours. Pas de soucis, pas de soucis. Merci, salut Nico, merci encore. merci, ciao, ciao. Merci Nico. Ciao. Toujours un plaisir de l'avoir. Ah oui, bonheur. Bon, avoir un mec inside comme ça dans l'équipe et qui joue le jeu comme ça, c'est toujours un grand plaisir. On embrasse Nico. Et voilà, sans lui, ça serait sans vous dans le chat, parce que vous régalez vraiment, ça serait pas pareil. Mais sans Nico, c'est pareil. C'est un vrai travail d'équipe. On aime le lundi soir pour ça aussi, pour les appels de Nico depuis n'importe où les États-Unis pour nous raconter tout ça. Et sachez que depuis le début du training camp, il n'arrête pas de nous parler de Kawhi. Il nous dit le gars est trop chaud avec son corps de buff. Donc on a hâte dès ce soir de voir le grand retour de Kawhi Leonard. C'est vrai que ça fait un petit buzz, hein, honnêtement, pour chacun d'entre nous. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu ce double MVP des finales jouer, Erwan. Ouais, ils n'ont pas pris de risque. Comme ils avaient fait, comme les Warriors ont fait un petit peu avec Klay Thompson, ils ont pris le temps. Et nous, on est très impatients de retrouver Kawhi, puisqu'on l'avait quitté. On a encore quand même ce titre incroyable avec les Raptors. On a quand même déjà 3 ans, ça. Ouais, on a quand même ces débuts chez les Clippers qui étaient plutôt très intéressants. Et hop, ça s'est arrêté net. Alors, la page de pub a été très très longue. Maintenant, on a envie de reprendre le film Kawhi chez les Clippers. La page de réclame. Voilà, la page de réclame. Sachez que Kawhi a dit que si les Clippers étaient allés en finale, il aurait sûrement réchaussé ses chaussures pour jouer. Bon, c'est ainsi puisque les Clippers ne sont pas allés en finale. C'est curieux quand même quand on voit la durée de la blessure derrière. C'est clair. Bon. Mais tu te souviens qu'on en parlait beaucoup sur la fin de saison. Hein. Peut-être qu'il allait revenir, etc., etc. Bon, ils n'ont pas passé le play-in, donc on ne saura jamais. Voilà, pour les Clippers, on a été bien complet. Hein. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous regardez sur YouTube, on vous prend vos commentaires comme toujours. T'en fais tes favoris numéro 1 ? Non, je les mets après les Warriors. On va en parler, les Warriors, mais en tout cas, ce qui est sûr, j'ai vu un commentaire tout à l'heure, quelqu'un qui disait ça va être très compliqué de battre ces Clippers sur une série de 7. Le gros problème des Clippers, c'est qu'ils n'arrivent jamais au complet dans une série de 7. Donc, tu disais tout à l'heure, j'aimais bien l'idée de faut le voir pour le croire, qui joue déjà un run de playoff au complet, et puis là, on pourra juger. On a toujours rêvé du Lakers-Clippers qu'on n'aura jamais eu. Et ben écoute, ce sera peut-être pour cette année. Et c'est vrai que le facteur blessure est un facteur qu'il faut prendre en compte aussi. Et c'est pour le coup, les Clippers, sur le facteur blessure
de leur effectif et de leurs joueurs stars, bah, là, C'est pour les le pires, coup, hein. c'est- Bah, c'est- on parlait des Nuggets. Bon, les Nuggets, on peut les mettre aussi dedans, hein. Mais gros, ils ont trop de blessures. Et pas le 8e homme. Donc, Vaut si mieux- Kawhi, vaut mieux avoir des bons joueurs sur le terrain que des grands joueurs à l'infirmerie. absolument, c'est la jurisprudence Johan Gourcuff. Du côté de l'Olympique lyonnais, hein, qu'on adore. Bravo pour le match d'hier. Voilà pour les Clippers. Les amis, vos avis comme toujours dans les commentaires. On va enchaîner avec une deuxième vidéo. On vous l'a pas dit, mais là on est en direct, mais on va mettre une preview par jour tout au long de la semaine. Comme ça, on va occuper le terrain un maximum avec ces previews. Voilà pour les Clippers. On va passer aux champions en titre. Donc on enchaîne avec les champions. Tout de suite, maintenant ou demain pour toi qui regarde sur YouTube.